Recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons donc aborder notre seconde partie de ce programme du 4e jour, première partie, deuxième partie plutôt, de la quinzaine Moussoudi en hommage à Tatandi Moussoudi Aldo Durades. Nous avons présenté avant tout un film, dans le cadre de la partie image-film, nous avons présenté un film qui, plus ou moins dans les détails, nous a parlé du thème de ce jour, qui concerne l'implication des Moussoundi dans la libération, l'implication des Moussoundi dans la libération des Noirs d'Amérique et les conséquences en Amérique et dans les terres Congo. Nous avons presque parlé dans les détails ce que nous avons entendu et vu à Cuba, en Haïti, ainsi de suite. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est d'essayer de mettre les points sur les i. Essayer de mettre les points sur les i pour essayer d'éclairer la lanterne, pour essayer d'éclairer les intellectuels, parce que simplement, il faut dire que les écoles qu'on a mises à notre disposition, ces écoles-là, s'il vous plaît, ces écoles-là ne nous permettent pas d'être libres. Ces écoles-là n'ont pas été créées pour notre liberté. Ces écoles-là, comme toutes les activités qui ont été mises sur pied dans le cadre de la colonisation, n'avaient qu'un seul but, nous soumettre à l'esclavage, nous condamner à l'esclavage, faire de nous des vaches à lait. C'est pourquoi on va essayer de ponctualiser pour que les intellectuels, que le monde lambda, pour qu'ils sachent quelle feuille il faut manger. Chez nous, on dit que la feuille que mange le fils d'un combo, donc le fils d'un combo, c'est le cabri, la feuille que mange le petit du cabri, c'est la même feuille que mange sa mère. Dans ce sens qu'il faut qu'on soit attaché, qu'on apprenne à être attaché à nos racines, que l'on sache exactement qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre.
c'est un peu le travail que nous nous donnons. Essayer d'éclairer la lanterne pour que l'on sache d'où on vient, où est-ce qu'on va aller. Pour cela, nous allons vous présenter avant tout cela, quelques images de Tata de Moussoudi et quelques gens dans l'espace Congo avant de rentrer dans la discussion du jour. Merci beaucoup. Nous allons faire appel à un doyen, Tata Ramalo, Tata Kanou, Emmanuel Kanou Ramalo. C'est avec lui et un autre ami qui n'est plus père son âme. C'est avec lui et un autre ami que nous avons organisé le Congrès des Congo. Donc là, nous sommes en plein Congrès des Congo et nous allons donc l'écouter parce qu'il est en train de parler de Tata Ndi Moussoudi, parler avec Tata Ndi Moussoudi. Merci beaucoup. On va l'écouter. Ça vient, ça arrive. Aux enseignements qu'il a fait, j'étais assis loin. Des fois, j'étais dans mon bureau. Après, je me suis déplacé. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai commencé à l'écouter. Je l'ai beaucoup écouté. Il vient de Kiva. Nos ancêtres sont arrivés là-bas. Ils ont laissé là-bas. Ils ont laissé Papa Aldo. This book is not a book. It is different from conventional text and so on. So you need to read it for yourself. Make us proud. Let's reconnect to the K energy. Remember, consciousness. J'ai appris des choses que je n'avais pas dans ma tête. Et j'ai appris beaucoup d'enseignements. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas séparer sans
que je le remercie de tout ce qui vient de nous transmettre ici. Pas seulement moi, mais tous les Africains qui étaient là, parce que nous avons accueilli chez nous un frère africain qui vient de Cuba et qui est venu nous transmettre encore les vraies valeurs de musique Congo. Merci beaucoup. Entonces, como le está diciendo ahí, Papá Aldo, porque dice que en nuestras costumbres no se dice mucho señor, pero se dice papá por su edad. Entonces, él aprovechó mucho y está muy contento por lo que usted dijo, porque no sabía todo eso, lo que usted dijo hoy. No sabía nada de eso. Y eso, lo que usted dijo, fueron sus abuelos, sus tatarabuelos o sus parientes que le dieron esas informaciones que usted nos trajo aquí para poder informarnos. Y él está diciendo que el Señor nos está diciendo que no quería dejar este momento así sin poder decirle muchas gracias. Muchas gracias por todas las informaciones. Muchas gracias por esa sabiduría que usted nos trajo y que usted nos dejó. Entonces, fue esas palabras que quería decirle, pero de una forma informal. Je voudrais rajouter aussi que ma grande joie surtout, c'est de voir que ce que nos ancêtres ont amené de l'Afrique, ils ont amené là-bas à une terre lointaine, et que eux, ils ont gardé cet acquis. Ils ont gardé cet acquis et continuent à le transmettre à des générations futures. Je crois que le devoir de nous qui venons après eux, c'est de continuer à garder cet héritage et le transmettre aussi. Donc, c'est très important que les générations actuelles, ils savent que leurs racines, c'est des racines africaines. C'est très important qu'eux, ils n'ont pas oublié et ils continuent à les transmettre et dans la culture, dans la globalité. Entonces, siguiendo en esa misma línea, está diciendo que lo que más le gustó fue esa herencia, esas informaciones, esa sabiduría de los ancestros, como se está transmitiendo de generación en generación. Eso es una cosa muy interesante porque eso permitiría también a los jóvenes de ahora poder tener esa información sobre esa sabiduría que vino de los ancestros para que sepan que ellos también son de descendencia africana. Y eso es muy bueno para su establecimiento y sobre todo para su desarrollo moral e intelectual. Yo pienso que, en primer lugar, cuando yo analizaba, porque en estos momentos se está celebrando en Cuba un evento, que es el evento del Huemilere, que se celebra en Guanabacoa. Y este año está dedicado al Bantú, a los Congo. Y yo estaba invitado a ese Huemilere como presidente de la institución religiosa Bantú de Cuba. Pero pensé que era más importante que yo viniera acá a hablar directamente con los Congo, con los africanos, sean del Congo, de Brazzaville, de Kinshasa, de Angola, de donde sea, de Luango. Sí, de Luango. Que para mí es muy importante venir aquí e encontrarnos con ustedes para poder decirle a ustedes que en Cuba lo que recibimos se mantiene. Que allí llegaron los africanos encadenados, los Congo, y fueron subordinados, fueron maltratados, pero conservaron sus raíces, su cultura, sus religiones. Y nosotros hemos preservado esa cultura. Entonces, mi mensaje era llegar y decir, existe África en Cuba. Si hay 13 millones de africanos, hay 12 millones que creen en África. Hay 12 millones de afrodescendientes
que confían en África y que mantienen las tradiciones que ustedes llevaron hace 400 y pico de años a Cuba. Y que estamos en disposición de hacer un intercambio, un hermanamiento, una unificación, porque necesitamos despejar alguna incógnita que tenemos sobre el dialecto, sobre los conceptos filosóficos, porque ya nuestra religión allá se ha convertido en una religión afro-cubana a partir de nuestro entorno, cómo podemos nosotros llevar eso. Por tanto, era conveniente en mi presencia acá transmitirle el mensaje, aunque no estoy participando allá en el Wemilere, pero me llevo a dar un mensaje positivo de que están los Congos, de que existen los Congos y de que los Congos siguen en pie y que eso nos alimenta a nosotros y que en un futuro puede haber un hermanamiento favorable. Donc, Papa Aldo, effectivement, il est en train effectivement de préciser qu'ici, sa présence ici n'est pas du fruit du hasard. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement à Cuba, dans sa ville, à Guanabo, c'est ça, à Guanabacoa, actuellement, il y a un événement qui sont en train de célébrer là-bas. Ça s'appelle le Guamilere. Mais il a préféré être ici. Donc, c'est-à-dire qu'il a préféré être ici présent avec nous pour pouvoir effectivement nous transmettre toutes les informations que eux ils ont sur les Bantous, sur la descendance bantou, parce que le Papa Aldo nous dit, malgré toutes ces difficultés, malgré le fait que les Bantous, les Congos sont partis là-bas enchaînés, ils ont été opprimés, ils ont subi les pires des exactions, malgré tout cela, ils ont su garder toute leur culture, ils ont su garder toute leur spiritualité et ils ont su garder tout l'héritage qu'ils avaient, même qu'ils ont subi pendant toute la traversée. Donc, il était ici. En fait, sa présence ici pour témoigner qu'ils ont toujours gardé ça et que le message est toujours stable, que le message n'a pas changé. Donc, c'est pour cela qu'il est venu partager ça avec nous, dans le but surtout, avec le temps, de pouvoir favoriser un rapprochement fraternel entre toutes les cultures, entre tous les Congos, que ce soit le Congo du Congo-Brazzaville, le Congo de Luanda, le Congo de Kinshasa, pour que toute cette fraternité, en fait, nous puissions effectivement en sortir quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Et je vais ajouter que ce qui est en train de se passer maintenant à Cuba, ça a été initié par Tata de Moussoudi Aldo Durales et c'est lui qui est en fait le président de la fête qui est en train de se faire à Cuba. Mais il a laissé tout ça parce qu'il a entendu d'autres appels. Además, il est venu nous transmettre. Además, toda la información. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Todas las información que yo llevo para Cuba, on outre toutes les informations qu'il va apporter à Cuba, tanto en este encuentro fraternal como en literatura que llevo, en dialecto que llevo para Cuba. Creo que eso va a servirnos mucho a nosotros en Cuba para enriquecer. Et donc, il leur dit que tout ce qu'il va pouvoir rapporter à Cuba, que ce soit sur le plan littéraire, que ce soit sur le plan philosophique, que ce soit sur le plan des langues aussi, des langues, ce qu'on appelle chez nous, des langues vernaculaires, autochtones, ça va pouvoir enrichir en fait leur culture, leur savoir, et puis ça leur permettra en fait d'être encore plus près de nous par rapport à ce qu'ils étaient avant, parce qu'il va partir enrichi de tout ce qu'il a obtenu ici. Y fortalecer et pouvoir fortifier la creencia, les croyances en África, en Afrique, de todos los seguidores afrodescendientes, de tous ceux qui suivent en fait, de tous les descendants afro-cubains ou bien afro qui se trouvent dans le monde entier. Hay una cosa muy significante que es que el evento se celebró en París, no en África, pero que este evento encabezado a través de la gestión de Masengo Main Bongolo,
Donc, il nous dit qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut souligner. L'événement n'a pas eu lieu en Afrique, mais l'événement a eu lieu ici, à Paris, en France. Director de la Malaki Makongo, avec notre frère, notre père, él visitó nuestro país. Il a visité Cuba. Y participó con los Musundi o los afrodescendientes del Congo. Donc, il a participé avec les afrodescendants cubains, mais plus particulièrement les Musundi. Eso creó un compromiso a que en el momento que él nos invitara a nosotros a este festival, nuestra presencia tenía que ser firme. Donc, c'était devenu une sorte de compromis. Vu que Masengoma Mbongolo était parti sur place, il était avec eux, il a participé à tous les événements. Donc, pour eux, c'était comme une sorte de dette, une sorte de dette morale. Donc, il fallait qu'il soit présent ici, avec nous. Pienso que este evento queda para la historia. Donc, cet événement, c'est pour l'histoire. Donde han llegado personas de distintos países. Il y a eu des invités de différents pays, différents pays plutôt. Y dentro de África, de distintas regiones. Donc, on sait même de l'Afrique, de plusieurs régions. Se reencontraron, se unieron y todo el mundo se abrazó. On s'est tous embrassés, tout le monde était là. En un abrazo fraternal. Donc, tout le monde était dans une joie fraternelle. Muy agradecido, tanto por la Malaki, por Masengo, que por la dirección del evento que han sido capaces de lograr ustedes, y también le doy las gracias a usted, un evento. Je vous remercie pour cet événement parce que vous avez été à la hauteur de tout, enfin, tous ceux qui ont organisé, tous ceux qui ont fait que cet événement ait lieu. Donc, il remercie à tous ceux qui ont contribué à ce que ça puisse être vraiment con una dignidad, avec beaucoup de dignité. Impeccable. Je voudrais rajouter quelque chose qui me tient à cœur, que je pouvais traduire à notre papa. Je crois que le devoir primordial de nous, les Africains, c'est de préparer le terrain pour qu'un jour, qu'ils viennent vraiment se ressourcer dans leur terre des ancêtres. Entonces, dice que el deber primordial de nosotros, los africanos, es preparar el terreno, preparar todo lo que sea posible para que todos los que se fueron del otro lado puedan regresar y vivir dignamente en la tierra de sus ancestros. Correcto, bien. Nosotros convocamos ya en este momento que el próximo año, el 2014, queremos hacer un evento también internacional Bantú en Cuba. Donc, ils veulent aussi organiser un sorte de festival Bantou, mais cette fois-ci à Cuba en 2014. Para los hermanos de nuestra madre tierra, pour tous les fêtes de que es África, notre mère patrie qui est l'Afrique. Visiten nuestro país pour qu'ils puissent visiter Cuba y se encuentren con los afrodescendientes. Pour qu'ils puissent se rencontrer avec tous les afrodescendants vivant à Cuba. Mais je pense que dans toute l'Amérique latine aussi. Creo que esa espiritualidad va a lograr algo muy bueno para el futuro, tanto de Cuba como de África. Donc, il dit que ce festival va contribuer vraiment pour pouvoir créer un développement pour l'Afrique, mais aussi pour les Cubains. Parce qu'en fait, ce sera une sorte d'échange fraternel des deux peuples qui ont été séparés avec tous les événements. Voilà. Imagínate que un africano que sus bisabuelos fueron llevados a Cuba, llegue a Cuba en este momento y encuentre a cubanos hablando el dialecto que hablaron sus abuelos. Donc imaginez-vous qu'un Africain se rende à Cuba aujourd'hui et que ses ancêtres, vraiment ses ancêtres, parce que là on parle de 1622, et qu'il rencontre des Cubains aujourd'hui qui parlent les mêmes langues maternelles que ceux qui parlaient ses ancêtres. Ça va vraiment être quelque chose de... C'est ce qui nous est arrivé. Voilà. Gracias, muchas gracias. Merci beaucoup. Masengo Mbongolo, gracias. Malaki Makongo, gracias. Malaki Makongo, merci. Merci beaucoup. Gracias a todos. Mucho.
Et mucho grito. Eh bien là, c'est une autre expérience. Ce sont des amis du Cameroun, les Bassa, les amis du Cameroun, qui disent qu'ils viennent de Matadi, que leurs ancêtres sont venus de Matadi. Matadi, c'est au Congo. Et c'est ce que je dis souvent, que quand tu demandes, ce que je dis souvent, quand tu demandes au Bassa du Cameroun, ils te disent que nous venons du Congo. Quand tu demandes aux Gabonais te disent nous venons du Congo. Quand tu demandes aux Congolais disent nous venons de l'Angola. Et les Angolais te disent nous venons de Zimbabwe. Et petit à petit, les Zimbabwe te disent qu'on vient du Kenya, du Soudan. Et petit à petit, on remonte jusqu'à l'origine des peuples Congo qui ont vécu au Soudan et qui ont vécu aussi en Égypte avant de redescendre, de remonter le Nil jusqu'aux montagnes de la Lune, Rwenzori, et le reste, vous le connaissez. Voilà, je pense que cette partie nous a été très intéressante pour nous. Nous allons donc, partant de ce que nous venons voir, nous allons donc nous allons présenter notre thème de deuxième partie, où nous devrons ponctualiser. On doit ponctualiser les choses. Le thème de cette deuxième partie est le rôle des Musundi dans la libération des peuples noirs d'Amérique et les conséquences dans les Amériques et en terre Congo. Nous y sommes, je pense que la technique va nous laisser travailler, j'estime que la technique va nous laisser travailler. Un coussin musical avant de nous lancer dans le vif du sujet.
Voilà, notre thème du jour s'intitule « Nous allons donc parler de manière générale des Sundis. Et puis après, nous parlerons du rôle, le rôle des Sundis dans la libération des peuples noirs d'Amérique. D'une manière générale, les peuples Sundis sont les peuples que l'on trouve dans cette partie-ci du monde. Les peuples Sundis sont les peuples qu'on trouve dans la partie nord du royaume Congo. Dans la partie nord du royaume Congo, c'est de là où ils sont installés. Les peuples Sundis, d'une manière générale, sont les gestionnaires du royaume. Dans tous les pays, il y a des peuples qui sont leaders dans tel ou tel autre domaine. Nous allons donc voir leur mode de faire, leur mode d'action, qui a fait de telle manière qu'ils aient eu aussi cette possibilité de transmettre cette manière de faire dans les Amériques. C'est de cela que nous allons insister aujourd'hui. Quand on dit par exemple, les Basundis, qui sont-ils? Les Basundis, de manière générale, c'est un groupe ethnoculturel lié au grand ensemble Congo d'Afrique centrale, naturellement. Le terme Sundi renvoie à la fois à un ancien territoire. Hein? Je dis ancien, mais c'est la province du Nord Congo, du royaume Congo, dans la partie nord, qu'on appelle Sundi. On dit souvent Sundisa Biala. Biala, c'est intronisé. Donc, un Sundi très lié au trône. On dit Sundi pour les habitants et Basundi pour le pluriel. Musundi pour le singulier, Basundi pour le pluriel. Donc les Sundis sont très liés à la province Sundi,
qui a beaucoup d'importance, presque la plus importante au niveau du royaume Congo. Comme j'ai dit, qui sont situés dans le nord de l'Angola. On les trouve donc dans le nord, la partie nord de l'Angola. On les trouve dans la partie nord de l'Angola, au Congo-Kinshasa, la partie sud-ouest du Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, la partie sud presque, toute la partie du Congo-Brazzaville, et dans la partie sud du Gabon. C'est là où vous trouverez les Basoudi. En République démocratique du Congo, ils sont autour de Matadi, Songololo, et vous venez jusque presque la partie de Kinshasa aussi, c'est un peu partout là ils y sont. Tout le Congo central, le Bas-Congo d'une manière générale. Bon. Il faut dire que celui qui gouverne dans le Nsundi, on l'appelle le Mani-Nsundi. Souvent, il est membre de la famille royale. Il assure souvent l'intérim du roi dans le cas où il y a vacances de pouvoir. Donc il est, comme on dit, il est successeur potentiel. Il est successeur potentiel du roi. Leur langue, c'est le Kisundi qui est une variante du Kikongo. Et ils sont très rattachés aux Nkisi, les Mikisi, les objets du pouvoir. Ils sont très rattachés à la sculpture, les traditions initiatiques, l'organisation sociopolitique clanique. C'est pourquoi on dit Tsundi Zabiala. Vous allez vous rendre compte aussi que parler d'Nsundi, c'est parler de cette énergie. Attendez que je puisse parler d'Nsundi, c'est parler d'Nsundi, c'est parler de un petit exemple. Mon père était vétérinaire dans des fermes, dans les bas-fonds du Congo, où vous trouverez des animaux qui sont nés et qui ont vécu pendant 5 ans sans avoir vu des humains. Et souvent, ces bœufs, les vaches se mélangent avec les buffles et ça donne des petits buffles. Mais quand vous arrivez devant eux, quand vous regardez le troupeau, papa disait qu'il fallait voir les cornes. Les cornes. Et très souvent, là où il y a un buffle, les cornes font comme ça. Quand tous les bœufs sont tranquilles, le buffle, les cornes sont comme ça. Il fait comme ça. C'est-à-dire,
qui ne sont pas tranquilles comme tous les autres animaux. Mais ils sont très alertes. Ils sont très alertes. Et ce spirit Musundi, c'est un spirit, quand vous entendez Sundi, ça vous rapproche à Sunda. Sunda, c'est quoi? C'est la profondeur, ce qui est vraiment profond. Sundi, ça vous ramène à Soudan. Et certains vous diront que les peuples Congo, dans leur remontée, avant même la remontée, ils étaient d'abord au Soudan, avant d'aller vers l'Égypte, et en 320, remonter le Nil jusque dans les terres du Zimbabwe, avant de contourner le Zimbabwe pour aller dans l'actuel Congo. Donc le Soudan, c'est très lié à Saoud, et les Arabes, quand ils parlent de Saoud, ça veut dire noir. Le Nsundi est très lié au Soudan, c'est très lié au mot noir, c'est très lié aussi quand ce qui est profond, Sunda, ce qui est très profond. C'est pourquoi aussi nous aurons des Arabes Saoud. Arabes Saoud, ce sont les Arabes qui étaient noirs. On les trouvait où? En Arabie Saoudite, Arabes Saoud. Ce sont des généraux noirs qui dirigeaient là-bas avant qu'on ait le monde d'aujourd'hui, où les noirs sont presque parqués dans des... Donc le mot Sundi est très lié aux racines des hommes noirs. Le mot Sundi est très lié au pouvoir, à la gestion du pouvoir. D'une manière générale, ils sont rigoureux dans la gestion. Ils sont très rigoureux. Ils font partie du noyau originel. Les Sundis étaient historiquement l'une des provinces du noyau originel du royaume, avec Mbata, Soyo et Mpemba. Son importance, l'importance de la province Nsundi, vient de sa position stratégique. Une position stratégique dans la vallée du fleuve. Ils sont situés à cet arbre-là. C'est une zone frontière. Si dans le bas du Congo, en Namibie, l'ultime frontière en Congo, Namibie au Congo veut dire l'ultime frontière. Si dans l'ultime frontière, il n'y avait pas trop de danger, mais dans la partie nord, il y a d'autres peuples. Par conséquent, pour des raisons d'échange, des raisons économiques, ainsi de suite, il fallait donc prévenir plein de choses. La population est dense et guerrière. C'est des suffraries anciennes intégrées dans le royaume Congo. C'est eux donc qui géraient l'impôt local, c'est-à-dire qu'il y avait l'impôt local dans le cadre des échanges commerciaux, il y avait des routes qui devaient tracer, qui devaient gérer, c'est eux qui s'occupaient de la justice, c'est eux qui s'occupaient des relations entre clans, ils devaient stabiliser, équilibrer
Parce que le royaume Congo, pour diriger le royaume Congo, on le dirigeait sur la base des clans. C'est-à-dire que quand une femme est mariée dans la famille royale, cette femme devient ambassadrice de sa région. C'est elle qui rencontre, c'est elle qui informe. C'est-à-dire, on exige que ces femmes-là soient cultivées, soient des fins diplomates qui doivent échanger. Il s'occupait aussi de la question foncière. Quand vous allez à Luanda, Luanda, c'est la capitale de l'Angola. Quand vous allez à Luanda, Luanda, c'est la capitale de l'Angola, comme je disais. Mais en langue Congo, Luanda veut dire flagellé. Flagellé, pourquoi? Flagellé parce que en face de Luanda, en face de la capitale de Luanda, il y a une île. L'île qui est en face, c'est une île qui était particulière. Particulière simplement parce que à cette île-là, c'est là où on prenait les coquilles, les coquillages à cette île. Ces coquillages-là sont des nzimbu. Et avec les nzimbu étaient la monnaie primaire. Les nzimbu étaient la monnaie primaire. Ce que j'ai au centre là, au centre ici, ce coquillage-là que j'ai au centre, mais les plus petits que ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle les nzimbu. Ça là, non, mais les plus petits, on les appelle des nzimbu. Et les nzimbu, ce sont les femmes qui allaient faire la pêche au nzimbu, parce que ces coquillages-là étaient dorés. Ce sont les femmes qui allaient faire la pêche au nzimbu. Une fois ils ont les nzimbu, ils les ramènent aux collecteurs, c'était des Sundis, les collecteurs, qui vont les déposer à la Banque royale. Maintenant, il était interdit à tout un chacun d'aller se promener de ce côté, parce que là-bas, c'était le lieu où on faisait les nzimbu. C'est là-bas où on pêchait les nzimbu. Donc, ce n'est pas n'importe qui devait aller de ce côté. Oui, monsieur, je suis en pleine conférence. Merci. Donc, c'est là où on prenait les nzimbu, qui étaient rapportés dans la Banque royale. Il était interdit aux gens d'aller se promener de ce côté-là. Sinon, si on vous trouvait là-bas, vous étiez flagellé, complètement et bien flagellé. Et flagellé en langue Congo veut dire Luanda. C'est pourquoi cette zone-là, on l'appelait Luanda, qui est la capitale du royaume, qui est la capitale de la République d'Angola, Luanda. Donc, non seulement qu'ils étaient très présents dans le système de la défense, mais ils s'occupaient aussi de la garde royale. Ils assuraient aussi les frontières dans la partie nord-est. Nord-est, oui. Il faut dire d'une manière générale que le royaume était géré par des grandes familles, les grands clans, le Nsaku, le Kimpanzu, le Kinlaza et parfois le Kwilu. Et tout cela était mis ensemble, géré par
les Sundis. C'est eux qui s'en occupaient. Et vous verrez que, par exemple, le roi Alfonso Ier, il était Sundi. Le roi Alfonso Ier était Sundi. Le premier ambassadeur noir au Vatican, Nevunda, il était Sundi. Ah, le roi Alfonso Ier, c'est Nzinga Vemba, de son vrai nom, Nzinga Vemba. Nsaku Nevunda, lui, il est Sundi aussi. Et vous allez voir que je parie que même cet homme-là, cet haïtien, qu'après la mort, pouvait être Sundi aussi. Alors, quand les Portugais ont voulu prendre le royaume, quand les Portugais ont voulu avancer, quand les Portugais ont voulu aller plus loin parce que dans la mise de la main basse du royaume, le roi a dit non, je ne vous montre pas les chemins comment on appelle ça, je ne vous montre pas le chemin des minerais, parce qu'il voulait qu'on leur montre des chemins de minerais. Lui, il disait non, je ne vous les donne pas. Je ne vous donne pas la carte pour aller prendre les minerais. Je ne vous donne pas aussi la possibilité de continuer à faire l'esclavage. Parce qu'en 1526, le roi Alfonso Ier avait écrit au roi du Portugal, lui disant que vous êtes en train de dépeupler ma population. Vous êtes en train de dépeupler ma population. Les gens que vous amenez ici, au lieu de prendre en charge ce que nous nous sommes dit, c'est-à-dire que on accepte votre religion, votre spiritualité, et de l'autre côté, on fait l'échange technologique. Malheureusement, ils sont en train, notamment, de mettre la main sur des gens, même les familles royales sont touchées, nos notables et tout ça. Les bas-fonds sont paupérisés, les bas-fonds sont... Et puis, ils essaient un peu d'armer les gens pour les opposer aux autres. Ils vont jusqu'à armer les gens pour les opposer aux autres. Donc, il a écrit une lettre qui a fait parler d'elle dans l'histoire du royaume, parce que c'est la première lettre de protestation qu'un roi africain a écrit. Il a écrit au roi du Portugal. Malheureusement, le roi du Portugal n'a pas tenu compte de cette lettre-là. Et qu'est-ce qui en est suivi? C'est que là, nous sommes en 1526. Qu'est-ce qui s'en est suivi? C'est que en 1600, attendez s'il vous plaît, qu'est-ce qui en est suivi? C'est qu'en 1600, en 1604, parce que la lettre qui a été envoyée en 1526 n'a pas eu de suite, en 1604, le royaume a envoyé cet homme-ci. Ce royaume a envoyé cet homme-ci
pour aller demander au roi, pour aller demander au pape, qui ne voulait plus travailler avec le Portugal et l'Espagne, mais qui voulait travailler directement avec le Vatican. Parce que le Vatican, en ce temps-là, était comme l'OTAN, était comme la communauté européenne. On parlait de ça. C'est lui qui gérait tous les autres pouvoirs d'Europe. Malheureusement, il a fait 4 ans. Il devait passer donc du Congo, il devait partir au Brésil et après continuer en Italie. Donc, il a pu voir de ses propres yeux comment étaient traités ses frères et sœurs africains. Même lui-même, il a été dévalisé, il a été dépouillé. Ils sont partis 6. Ils sont partis 22. Ils sont arrivés 6, au nombre de 6, au Vatican. 4 ans après. Et lui-même, il était touché. Il était empoisonné. Il n'a pas mis du temps. Il est décédé, mais il a laissé quand même la lettre. Il a laissé la lettre. Cette lettre-là qui disait, il a laissé la lettre qui disait que le Congo ne voulait plus rester sous la tutelle portugaise, espagnole, parce que c'est l'Espagne qui gérait le Portugal aussi. Mais qu'il voulait mieux travailler, qu'il trouvait mieux de travailler avec directement le pape, qui est le représentant de Dieu selon eux. Et la logique voudrait que quand on est chrétien, on ne doit pas être pris en esclavage, parce qu'ils pensaient que c'était la norme, que c'était la logique, que les chrétiens ne devaient pas se bouffer entre eux. Malheureusement, le roi belge, le roi portugais, même le pape, il ne pouvait plus rien parce que déjà, en 1500, au 16e siècle, 16e, je pense bien, oui, il y avait déjà la bulle papale qui était sortie, la bulle papale qui donnait l'autorisation aux Espagnols, aux Portugais, d'aller dans leur basse-cour en Afrique, de ramasser toutes leurs richesses, de ramasser tout ce qu'ils avaient, de les plier à la religion catholique. Il fallait aller chez les barbares, les bambara, comme ils aiment bien le dire, aller prendre tout. Ils les amenaient en esclavage si ça leur plaisait. Et quand le chemin des Amériques s'est ouvert, tranquillement, ils ont trouvé la voie pour y aller. Donc, ni la lettre du roi, le roi Alfonso Ier, ni la présence de Nsaku, l'ambassadeur, n'a pas porté chance à ce que voulaient, au souhait des Congos. Parce qu'il faut dire que le Congo était le 3e pays reconnu, la 3e région reconnue comme ambassadeur au Vatican. Il y avait
la Perse, il y avait le Japon et puis le Congo. Il y avait 3 pays. Et quand donc comment on les appelle, les Portugais qui n'obéissent pas à tout ce qu'ils signent, c'est-à-dire tout ce qu'ils font comme proposition d'accord, tout ce qu'ils signent comme protocole d'accord, c'est juste pour étirer le temps, mais ils ne les respectent pas parce qu'ils ont des buts qu'ils veulent atteindre. Ce qui importe chez eux, c'est le commerce. Donc, tout ce qu'ils ont mis sur pied avec les Congos ont renié une partie de leur identité pour la fusionner avec l'identité chrétienne. Les Congos sont devenus chrétiens. Et quand le roi Congo devient chrétien, tous les autres citoyens Congo deviennent aussi chrétiens ipso facto. Et il était interdit au royaume Congo de pouvoir utiliser la médecine traditionnelle parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que cette médecine puisse... Ils avaient peur que cette médecine puisse aider les révoltés congolais à faire face au pouvoir guerrier, au pouvoir militaire des Portugais. Donc, il était interdit d'utiliser les feuilles, interdit d'utiliser les racines, les écorces, tout ce qu'il fallait pour se traiter, physiquement comme psychologiquement. Il fallait tout bloquer. C'est ce qui était fait. Et de l'autre côté, il fallait juste utiliser la nivaquine, l'aspirine, la médecine européenne. Alors, ironie du sort, la mère, la fille, la sœur du roi était enceinte, elle était à terme, elle devait accoucher. Malheureusement, s'il vous plaît, malheureusement, l'enfant venait les pieds en avant. Et l'enfant avait des difficultés, la femme avait des difficultés de mettre au monde. Un jour, 2 jours, le 3e jour, elle commençait à pâlir. Et c'était de notoriété publique que la mère du roi, Maman Polo, Apollinaire, la mère du roi, était une maîtresse, je disais une déesse du bonzo de Oumba, le Nkisi de Oumba, ce Nkisi qui permet facilement d'aider les femmes à accoucher. 1er jour, 2e jour, 3e jour, Maman Polo se dit, mais je veux perdre ma fille. Elle se dit, mais moi, vivant, ma fille ne peut pas mourir pour un problème de grossesse. Non! Au 3e jour, quand elle s'est rendue compte que sa fille n'arrivait pas à accoucher, alors, elle est allée derrière la maison. Elle a pris telle feuille, telle racine, telle écorce, ainsi de suite, les feuilles, machin. Elle vient, elle fait de la macération, elle fait boire à sa fille, elle le masse, ainsi de suite. Pouf! Ce que le médecin portugais n'arrivait pas à faire, l'enfant est sorti. Le médecin portugais était fatigué, il dit non, 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 c'est pas possible, je ne peux pas. S'il meurt, tant mieux, moi je ne peux pas. La mère dit non, mais pas ma fille, elle va mourir comme ça. Donc la mère a aidé la fille à accoucher. C'était de l'émoi. C'était de l'émoi. Le jour suivant, le conseil des sages s'est réuni pour tabler sur
l'affaire de la mère du roi qui a brisé le tabou. En fait, dans ce royaume-là, on l'appelait le royaume chrétien d'Afrique, il était interdit de toucher à la médecine traditionnelle. Ceux qui le faisaient, on allait brûler leur hôtel, ou bien ils étaient arrêtés et enterrés vivants. Le conseil s'est tenu, on a fait venir la mère du roi devant le roi. La mère a reconnu d'avoir usé des pratiques ancestrales parce qu'elle ne pouvait pas se permettre que sa mère puisse mourir et son fils puisse mourir. Donc, elle a admis d'avoir commis ce que je viens de dire. Elle était condamnée à mort, être enterrée vivante. Quand vous allez à Mbanza Congo, on va vous montrer cette place-ci. C'est la tombe de la mère du roi Alfonso Ier, le roi chrétien. Ça, c'est la tombe de la mère du roi Mamampolo. Elle était enterrée ici, vivante, s'il vous plaît. C'est-à-dire, le roi n'a pas intervenu. Le roi n'a pas usé de son pouvoir pour essayer de maquiller les choses. Nous sommes dans un système européen et traditionnel, assis sur des bases traditionnelles. La loi était tranchante. Ceci est un exemple. Quand ils se sont sentis être attaqués par ils ont senti la pression des Portugais qui voulaient des esclaves, qui voulaient l'or, le diamant et le reste, ils ont dit non, on ne peut pas continuer à travailler avec vous parce que vous ne respectez pas nos principes. Le jeudi 29 octobre 1665, les Portugais ont pointé à l'horizon de Mouila. Les Congos ont dit, nous sommes là aussi. Et c'est ainsi qu'il y a eu une guerre incroyable. Une guerre incroyable. Le roi lui-même était sur le terrain. Et les Portugais avaient su que le roi était là. Et quand le roi se déplace, la garde républicaine, formée des Ntsumi, et tous ces militaires Tsundi, ils étaient en pleine forme, ils étaient en force à Mouila. La guerre qui avait commencé très tôt le matin, vers 17h, ils avaient réussi à toucher le roi. Et ils ont essayé de résister, de le protéger. Malheureusement, les Portugais avaient des moyens beaucoup plus forts. C'est ce qui a fait qu'il y ait de la retirade. Il y a eu des gens, beaucoup de gens étaient morts, beaucoup de gens sont tombés dans des filets. Dans la majorité des Sunti, le roi était... On a demandé,
vers 17h30, on a demandé au roi de dire son dernier mot. Il a dit Congo Tadi, Kadibaswe Bansinga, que Congo est une pierre qui ne doit s'effriter, mais elle doit être comme des fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Sa tête était coupée. Les gens avaient retenu l'ultime parole du roi. Et à l'heure où nous parlons, la tête du roi repose dans la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. Depuis le soir du jeudi 29 octobre 1665, cette date devrait être pour nous une date de sacrifice. Parce qu'au moins, lui, il avait dit non à l'esclavage. Non. Non à la dépravation des minerais comme ça, qui les prennent comme ça sans payer grand-chose. Un peu de musique avant de continuer, s'il vous plaît. Donc voilà que ce jour-là, jeudi 29 octobre à 17h30, la tête du roi est décapitée. Ils l'ont amené comme triomphe à Luanda. Luanda qu'ils avaient réussi à occuper parce qu'ils avaient la banque aussi, Congo là-bas. Donc voilà un peu ces hommes-là qui étaient catégoriques, qui étaient bien organisés, qui vivaient dans un royaume qu'ils occupaient depuis une partie de terre qu'ils ont occupée depuis le 7e siècle, plus ou moins, qu'ils avaient réussi à organiser, à en faire un royaume fédéral. Ils s'asseyaient pour régler les problèmes, même pour nommer un chef. Ils s'asseyaient pour nommer des chefs.
Ces hommes-là, qui avaient réussi à créer le Congo d'Yangunga, qui avaient compris l'importance des échanges nord-sud, qu'ils avaient accepté la religion catholique, la religion chrétienne, tout en s'appuyant sur leur base traditionnelle aussi. Ces hommes-là, ce monsieur, le roi Alphonse Ier, Vembazinga, lui, il était un gros intellectuel, formé par les Portugais. Il allait dans les salles de classe parce que le pays était devenu Congo d'Yangunga. Il y avait près de 1000 églises dans la zone de Banza Congo, et qui dit église dit cloche, dit église dit bruit des cloches. Et les bruits de cloche, c'est pour appeler les enfants à venir prier avec eux et à venir apprendre à lire et à écrire. Malheureusement, pas à raisonner. Maintenant, oui, mais avant, ils avaient aussi la tradition qui les aidait à raisonner. Ces hommes-ci étaient très cultivés, à commencer par celui-ci, qu'on a retrouvé au Vatican. Il parlait près de 8 langues, près de 5 langues étrangères, en dehors des langues Congo. C'était un fin diplomate, un homme très instruit et très courtois. Celui-ci avait son enfant qui, en 1518, enseignait latin au Portugal. Ce sont tous des Sundis. Donc ce sont eux, ayant perdu la guerre, qui ont été ramassés comme des sacs de poubelle et transférés dans les Caraïbes, dans les Amériques. Ce sont ces hommes-là qui ont été envoyés dans les Amériques. Et dans les traversées, comme ils avaient déjà des échos que l'esclavage, petit à petit, devait prendre fin, donc ils ont dit au groupe qui était le leur, ils ont dit « Allons, ne nous dispersons pas, faisons ce qu'ils veulent, le temps de reprendre de la force. Et une fois nous allons repris de la force, on va leur faire voir ce dont nous sommes capables. Parce que jusque-là, nous avons été très gentils. Mais il arrivera un jour qu'on puisse changer. » C'est pourquoi, dans le chemin, dans les navires, ils chantaient. Ils chantaient. Et même ils étaient très dociles, ils chantaient. Et même les esclavagistes étaient très surpris de voir ce peuple-là qui allait en esclavage, mais ils n'étaient pas trop surpris, ils n'avaient pas peur, et ainsi de suite. Ils sont allés, ils sont arrivés sur le terrain. Ils ont travaillé, s'il vous plaît. Ils ont travaillé comme il fallait. Ils ont travaillé comme il fallait. Là-bas, ils ont essaimé plein de choses. Les dimensions culturelles, spirituelles qu'ils avaient. Les chansons, les rythmes, la spiritualité.
Quand vous allez en Haïti, il y a le Petrolemba. Le Petrolemba, parmi les spiritualités Congo, on la trouve, le Lemba, on le trouve beaucoup plus dans les terres Sundi. Et le Lemba, s'il vous plaît, c'est l'une des spiritualités les plus fortes du Congo. Et le grand maître du Lemba qu'on a mené dans les Amériques, il s'appelait Don Pedro. C'est pourquoi on entend parler du Pedro Lemba. Donc c'est quelqu'un qui manipulait la spiritualité européenne et la spiritualité africaine. Alors, quand ils ont décidé de se retrouver à Bois-Caïman, ils se retrouvaient dans ces grottes-ci, s'il vous plaît. Ils se retrouvaient dans ces grottes-ci. Quand vous allez, là je suis à Bois-Caïman, ça c'est moi, je suis à Bois-Caïman là, en Haïti. Ils se retrouvaient dans ces grottes pour discuter de tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont déclenché la guerre. La guerre a duré 13 ans. Et tout le monde, tous ceux qui connaissent Haïti, tous ceux qui connaissent tous ceux qui connaissent tous ceux qui connaissent les Caraïbes te diront, au moins en Haïti, j'ai appris, il est écrit que 75% de la population haïtienne, selon les archives nationales, 75% sont originaires des terres Congo. Mais les grands maîtres du vaudou haïtien m'ont dit, Monsieur Massengo, il faut voir le chiffre à la hausse, parce que ceux qui l'ont dit, ils ne sont pas dans les bas-fonds. Ils ne sont pas dans les bas-fonds. Ils ne sont pas dans les bas-fonds avec nous, ceux qui l'ont dit. Ils sont dans leur tour d'ivoire. Nous aussi, nous sommes des intellectuels, mais nous allons dans les communautés. Donc voilà un peu. Ils me disent, il faut voir ce chiffre-là à la hausse. C'est pourquoi je dis que près de 80% d'Haïtiens sont originaires des terres Congo. À Cuba, le directeur de Casa de l'Africa, d'origine européenne, il est blanc, il me dit, à Cuba, 80% d'afro-descendants sont originaires des terres Congo. Ce qui est vrai à Cuba l'est dans tous les autres pays. Parce que quand à l'île Marie-Galante de Guadeloupe, en 1750 débarquent près de 6000 Congos, ceux qui arrivaient là ne venaient que des terres Congo parce que l'esclavage était interdit ailleurs et on ne pouvait trouver des esclaves que dans cette zone-là où le roi avait été décapité. C'est ce qui était fait. Et dans cette guerre de tranchées, il était dit, Toussaint Louverture s'est entendu avec les Français pour faire de telle manière que la Guadeloupe puisse être transformée en département français. Non, Haïti soit un département français
comme la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe. Et déjà, les enfants de Toussaint Louverture étaient au bon soin des Français. Ils étudiaient en France. Donc, c'est un peu comme ça que les choses sont allées. Malheureusement, les Congos qui étaient, malheureusement, Dessalines lui-même, Dessalines, il disait non, nous, on ne peut pas travailler la main de la main avec ces hommes-là parce que ils ont une langue fourchue. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain, ils disent une autre. D'une manière générale, les grands groupes Congo ne disaient que ça aussi, que nous avons travaillé avec eux en terre Congo, mais ne respectent pas les protocoles. Ils ne respectent pas, même les paroles divines, ils ne les respectent pas. Or, quand chez les Congos, tu ne respectes pas une parole divine, ça veut dire que toi, tu es n'importe quoi. Nous sommes ici en 1560. Nous sommes ici en 1560. Nous sommes ici en 1560 avec le roi Alvaro II. Son prénom, c'était celui-là. Son nom, Congo, il était là, je ne l'ai plus dans la tête. Là, il recevait des amis hollandais. C'était des gens très instruits, c'était des gens très forts. Malheureusement, les Portugais avaient des armes plus développées que les leurs, plus perfectionnées. Donc, les Européens, la France comme telle, alors, je dois dire une chose. Ça, c'est pour les intellectuels. La particularité de la France, c'est que elle ne connaît pas admettre son échec. Quand ils sont battus, même à plat couture, ils cherchent toujours à par n'importe quel subterfuge pour se tirer les marrons du feu, quoi. Pour tirer les marrons du feu de leur côté. Malheureusement, deux fois plus ils le font, et mieux le nœud se resserre. Je ne parlerai pas de Bonaparte, je parlerai seulement de De Gaulle. De Gaulle est venu au Congo. Quand on l'a chassé partout là, il est venu au Congo. Au Sénégal, on l'a chassé, partout on l'a chassé. Il a trouvé refuge au Congo. Il y a vécu pendant 4 ans. On avait construit une maison pour lui qu'on appelle Case des Gaules. Case des Gaules, ça y est encore présent. C'est même la résidence de l'ambassadeur français. Case des Gaules. Il a conclu avec les Congolais, précisément André Grédar Matsoua, à Kinkala. Il dit, donnez-moi les hommes pour aller libérer mon pays et moi, je vous accorde la liberté.
À Matsuwa, tu peux tout dire, sauf lui parler de liberté. Ça, en tout cas, baisse la garde. Nous étions à une période où Matsuwa était arrêté parce que il disait à ces gens de ne plus payer les 3 francs. C'est encore une longue histoire, ne plus payer les 3 francs. Il y a des gens qui, pour ne pas payer les 3 francs, ont été brûlés vifs. Ils ont refusé de payer les 3 francs. Je préfère mourir que de payer votre argent. Vous avez boycotté notre mutuelle des originaires de l'Afrique équatoriale française. Vous nous imposez une autre mutuelle, la CIP. Et malheureusement, on se rend compte que la première mutuelle était créée par vous et dans notre intérêt, mais la seconde mutuelle est créée par vous et dans votre intérêt. Parce que la seconde, ils viennent vous donner des semences et des outils de travail, vous travaillez, et eux, ils viennent, ils fixent le prix. Ils achètent au prix qu'ils veulent. Et ils vont aller revendre à un prix fort. Ils disent, non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il y avait une forte tension entre les Congolais et la France. Malheureusement. Matsuwa a réussi à convaincre ces gens pour aller aider De Gaulle. Une fois parti, De Gaulle a pris Matsuwa, il a déclaré mort le 19 septembre. Il a déclaré Matsuwa mort à Mayama, mais il l'a mené dans d'autres lieux. En 1956, le roi du Maroc a dit « Nous étions ensemble au bagne français de Madagascar ». En 1956, on les a libérés ensemble, ils sont venus, ils sont descendus avec son père. Lui avait 6 ans, c'est son père qui était prisonnier, mais lui de même aussi. On les a libérés chez eux au Maroc et ils ont continué avec leur colis ailleurs. Ça, c'est en 1956. Donc, je disais que les Français, c'est des gens qui, une fois, ils sont battus économiquement, ils sont battus militairement, ils sont battus, mais au lieu de laisser prise et de changer d'autres méthodes de collaboration, comme font les Anglais et les autres, non. Ils passent à d'autres systèmes. Ils font la guerre spirituelle. Aujourd'hui, en Haïti, il y a une guerre spirituelle parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après la mort de Dessalines, pendant 46 ans, il était interdit de prononcer le nom de Dessalines ou de parler de ses œuvres. Après, on nous a produit comme ça là, le vaudou haïtien. Comme tombé du ciel. Cette réalité, on ne la trouve pas au Brésil. On ne la trouve pas dans toute l'Amérique. Elle n'est qu'en Haïti. Parce qu'on a voulu gommer les gens, la spiritualité des gens qui te disent que c'est une spiritualité d'origine Congo. Ils ont voulu gommer cela. Et ils l'ont fait brutalement, sur tous les plans. Alors que la guerre de Haïti a été, ça c'est Ati Max Beauvoir qui me le dit ici. C'est ce livre-ci. Ati Max Beauvoir est en train de me dire, la culture haïtienne est essentiellement congolaise. La population haïtienne est congolaise à plus de 75%. Notre modèle de guerre d'indépendance est un modèle Congo.
Parce que les peuples, quand une action n'est pas soutenue par les Congos, l'action n'aboutira pas. Parce que les plus nombreux, c'est eux. Quand ils acceptent de mener une action, elle aboutit. Sinon, c'est un échec. Donc voilà un peu plus ou moins la guerre de Haïti. Cet homme-là, qui était le lieutenant le général de Dessalines, il s'appelait Capois-la-Mort. Capois-la-Mort s'est dit, ça a trop duré. Il y avait près de 80 bateaux dans la mer, ça a trop duré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement qu'ils avaient brûlé un peu tout ce qui était français, les villes et autre chose. Le 18 novembre, il y avait Rochambeau qui était là avec ses chiens, avec ses militaires et tout ça. Ils ont contre-attaqué vers 5 heures du matin. Beaucoup de morts, beaucoup de blessés, repli. Ils sont repartis vers 12 heures. Beaucoup de morts, beaucoup de blessés, repli. Alors, quand ils sont repartis vers 16 heures, 15 heures, quand ils sont repartis, ils ont dit, on ne fait pas back. Non, on va aller jusqu'au bout. Ils sont allés. Un boulet de canon a fleuré. Le casque de Capois-la-Mort. Il dit, continuez. Un boulet de canon a frappé son cheval. Il dit, son cheval est mort. Il dit, continuez. C'est pourquoi Rochambeau, à la fin, a dit à son général, sors le drapeau blanc, on ne peut pas résister, je ne veux pas mourir ici, on ne peut pas résister. Voilà comment ils ont été battus à plate couture. Cet homme-là était Congo, Capois-la-Mort est Congo. Et la majorité de ceux qui étaient là étaient des Congos. Pourquoi? Parce que la population haïtienne est formée de 80% des Congos. Ce qui est vrai pour Haïti, l'est pour la Guadeloupe, la Martinique et beaucoup de pays là. Simplement parce que à cette époque-là, quand les gens ont déserté les champs de canne à sucre, on ne pouvait trouver des esclaves que là où on a pu maîtriser le roi en terre Congo. C'est ce qui explique que pour aller relever les champs des esclaves, c'est là où on a pris une grande partie. Que ce soit au Brésil et partout là, ce sont des Congos qui ont maîtrisé toutes ces hommes-là. Ils parlaient la même langue, ils avaient les mêmes objectifs, en partant du Congo comme dans les bateaux. Alors, si 80% des gens sont Congos, dites-moi, combien de personnes y a-t-il qui venaient d'Alada, du Bénin? Ça doit être 2 ou 5%. Donc, quand la France n'arrive pas à vous gérer économiquement, militairement, il vous impose la guerre spirituelle. Et quand le monseigneur, le cardinal haïtien est nommé, la première des choses qu'il dit, le problème du sous-développement de Haïti, c'est le vaudou. Il dit, bon, on a donné la liberté à Haïti et tu dis que le problème des Haïtiens, du développement de Haïtiens, c'est le vaudou. Et Atimax Beauvois dit, mais quand vous allez
à gauche et à droite chercher le développement, chercher de l'aide. Pourquoi vous ne demandez pas aux Haïtiens, à nous, les vaudouisants, pourquoi vous ne demandez pas à nous? C'est ce que a souvent dit Max Bouffon. C'est ce que a souvent dit Max Bouffon. Alors, de cette guerre-là, s'il vous plaît, il s'en est découlé plein de choses. La France qui s'était endettée, Napoléon qui croyait à reprendre Haïti, parce que Haïti, c'était quand même la perle des Antilles. Napoléon qui voulait récupérer Haïti, il avait misé sur la reprise, parce qu'il avait entre les mains toute seule ouverture. Mais il ne savait pas que la tante de Dessalines, qui s'appelle la Toya, Victoria la Toya, de son vrai nom, Victoria Montou, de son vrai nom, Victoria Montou, cette tante de Dessalines, celle qui a appris à Dessalines à se défendre avec les armes, à se défendre avec les armes blanches. Attention, je sais qu'il y a plein de guerriers, femmes, de guerrières, d'armées guerrières en Afrique. Il y en a partout. Il y en a au Bénin, partout. Mais attention, au Congo, il y a aussi des femmes guerrières. La reine Nzinga. La reine Nzinga allait au combat. Même à 60 ans, 64 ans, elle allait au combat, la reine Nzinga. Donc, la tante de Dessalines, même si on veut nous faire croire que Dessalines est de tel. Bon, il y a quelqu'un qui a voulu, pendant 1 heure, il voulait me faire croire que Dessalines n'avait pas de rapport avec le peuple, avec les origines Congo. Je l'ai écouté, je ne savais vraiment pas où est-ce qu'il voulait en venir. Après, je demandais, mais comment s'appelle la tante de Dessalines? Ah, la tante de Dessalines s'appelle la Toya. Oui, mais elle n'a pas son vrai nom, elle s'appelle Victoria Montou. Je lui ai rien dit, j'ai souri seulement. Parce que s'il m'avait dit que la tante de Dessalines s'appelait Victoria Montou, il n'y avait plus de discussion. Parce qu'au Congo comme ailleurs, en Afrique comme ailleurs, quand tu t'appelles Vladimir, on sait que tu es slave. Quand tu t'appelles Petrovich, on sait que tu es slave. Quand tu t'appelles Anderson, mais tu es anglais. Quand tu t'appelles Friedrich, donc chaque pays, Orlando, Romario, donc chaque pays a ses noms. Et quand on dit Montou, dans toute l'Afrique, quand on dit Camara, les Camaras, on les trouve en Guinée. Et quand on dit Montou, les Montou, on les trouve au Congo. Le pluriel de Montou, c'est Bantou. Montou, ça veut dire un être vivant, un humain. Montou, ça veut dire un humain. Et le pluriel des humains, c'est Bantou. Maintenant, allez me dire si la tante de Dessalines avait des relations avec des origines Congo. Pensez-vous que Dessalines ne pouvait pas en avoir? Bon. Je ne fais pas cette guerre-là. Chacun peut être ce qu'il est. L'important, c'est la conviction. Si bien que
si bien que la France, en voulant trop nuire à Haïti, elle a perdu. La France a beaucoup perdu. Un petit coussin musical et on va entamer la dernière partie qui est celle de ce que la France a perdu en voulant s'en prendre à Haïti. Ce que la France a perdu, mais surtout aussi les conséquences en Haïti, comme en terre Congo, dans les Amériques comme en terre Congo. Yambula bidiru bya kumamanga, bibyo biyana bubelo. Yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tie iwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, tala luzambulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda, tala banzungi ya tobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo we, mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile imama. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Voilà, s'il vous plaît, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Alors, la France qui avait besoin, j'ai dit la France, je veux dire Napoléon Bonaparte, qui avait besoin de mettre Haïti sous ses ailes, de faire de Haïti un département de la France, comme la Guadeloupe, la Martinique, ainsi de suite. Alors, la France s'est endettée comme on ne le pensait pas, comme on ne le pouvait pas. La France s'est endettée à tel point que quand elle a perdu Haïti, il ne savait plus comment s'y faire, comment s'en sortir, comment faire pour payer les dettes, ainsi de suite. Et à la fin, presque à un prix dérisoire, comme on l'appelle, il a été obligé de brader. Il a été obligé de brader les terres, complètement bradé. Complètement bradé. Par exemple, là, il a perdu
attention, ok. Donc je disais qu'il a perdu 22% de territoire américain. Tout ce qui est en bleu là, tout ce qui est en bleu ici, bleu ciel, était français. Montagna, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Illinois, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Colorado, Mississippi, Tennessee et la Louisiane. Donc, finalement, la France a perdu tout ça. Et ce n'est pas tout. La France a perdu aussi. La France a perdu aussi tout le Canada qui était français. Tout le Canada qui était français. Il ne nous reste plus que la Guyane. Non, il ne lui reste plus que le Québec. Donc presque un cinquième. Il a perdu presque un septième ou un dixième du territoire canadien. Pour ne pas dire un quinzième du territoire canadien. Sans oublier que les îles françaises, je veux parler de Saint-Domingo, qui était une île française, devenue espagnole, Saint-Martin, et plein de îles qu'ils ont perdues. Ils ont perdu aussi dans l'océan Indien. Et naturellement, ils ont perdu. C'était la première puissance dans cette époque-là. Et la France est devenue toute petite. Je ne veux pas dire que les périodes se ressemblent parce que ce que je suis en train de voir en France maintenant, ça pourra aboutir à cela. Donc la France qui était presque la plus grande puissance est réduite à presque rien. Et quand ils se sont retrouvés, ils se sont dit, qui est derrière tout ça? Qui nous a fait faire tout ça? Ils se sont dit, en Haïti, il y a des communautés qui collaborent. Les Harara, le Dahomey, ils collaborent depuis longtemps avec l'Occident. On vous dit par exemple que le Bénin était une des plus grandes plateformes de vente d'esclaves. Alors je vais vous poser la question de savoir, est-ce que les rois du Bénin, ils vendaient leurs cousins, leurs enfants, leurs femmes, leurs amis? Si on peut dire vendre. Non. Ils réunissaient des gros bras, comme on le fait avec les djihadistes et tout ça. Ils vont là où on avait terrassé le roi, ils vont mettre la main sur les gens là-bas. Ils vont mettre la main sur ces populations-là. C'est comme ça
que des grands maîtres de la spiritualité africaine comme les Makandal, les Makaya, les Makoso, comment on l'appelle, les Nganga Zumba se sont retrouvés en Amérique, au Brésil. C'est comme ça que les Yangas se sont retrouvés de l'autre côté. Et une fois arrivés sur le terrain, ils ont montré que c'était pas n'importe quoi. Que c'est des gens qui étaient bien formés, qui avaient une bonne base, qui pouvaient se défendre. On a fait payer à Haïti près de 21 milliards de dollars. Non, de francs or à cette époque-là. Et qu'ils ont payé jusqu'à tout dernièrement, là. Ils ont continué à payer. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les Haïtiens ne savent pas ce que les Congos, les Sundis vivent en terre Congo. Les Haïtiens ne le savent pas. En terre Congo, les Congos sont interdits de gérer leurs terres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En terre Congo, surtout dans la zone Sundi, les Sundis sont interdits de gérer leurs terres. On a besoin d'eux pour le travail. Quand les ambassades veulent recruter, ils regardent d'abord les noms. Ils regardent. À partir du nom, ils peuvent savoir d'où tu es. Donc, les premiers sur la liste à recruter, ce sont les Sundis. Pour les travaux durs, les travaux intellectuels et tout ça, les gens dont ils ont besoin, même pour avoir un bon caissier, même pour avoir les caissiers, pour ceux qui doivent gérer la finance et tout ça, ils ont besoin des Sundis. Mais pas pour les élections, pour gérer le pouvoir, non. Ils ne veulent pas d'eux pour gérer le pouvoir. Ils ont besoin des gens qui vont lui faciliter leur facilité. Hein? Le pétrole, oui, venez prendre. L'or, oui, venez prendre. Il me suffit de me donner le fouet pour que je me mette à chicoter mes frères. À chicoter les Sundis. Pour les faire travailler. Parce qu'on les fait travailler, mais pour les payer, on ne veut pas les payer au prix fort. Un autre exemple. Un des plus grands barrages d'Afrique s'appelle le barrage s'appelle le barrage de Inga en République démocratique du Congo. Ce barrage-là peut alimenter toute l'Afrique, pour ne pas dire la moitié de l'Afrique. Le débit est très fort. Le barrage hydroélectrique, quand il a commencé à fonctionner, sur 600 km de Inda, le premier point de chute est Kinshasa. Et puis après, c'est reparti dans tout le monde, au nord de la RDC, jusqu'en Égypte, partout. Non, là, c'est normal. Mais les peuples Sundis qui sont là, de Inda
juste 600 km, ils ne sont pas servis. Pourquoi? Parce que qui dit électricité dit développement. Il faut bloquer l'émancipation des Congo. Il faut bloquer plein de choses. Même dans le système de travail. Les Sondis sont pénalisés. C'est bien que quand vous allez compter le nombre des exilés congolais, les Sondis sont les plus nombreux. Allez-y à Paris, ailleurs, vous allez les trouver partout. Les Sondis sont les plus nombreux. Pourquoi? Parce que on ne les laisse pas gérer les choses dans leur pays. Pourquoi? Parce que on met au pouvoir des gens qui gèrent brutalement les choses du pays. Naturellement, ça empêche le développement. Mais tant que ça ne va pas, tant que le sous-développement ne va pas empêcher l'or, le diamant, le cuivre d'aller à Paris, c'est pas grave, faites tout ce que vous voulez. Voilà ce qui se passe. Si bien que, pour revenir au Moussoundi, déjà dans leur espace, je veux boire un peu d'eau avant de revenir à vous. Je vous en prie. Cette musique que je vous mets, c'est la musique du Pétrolemba, la musique de la spiritualité Moussoundi. Cette musique est saccadée. Elle est tellement saccadée qu'elle vous permet de vibrer et de rentrer en transe et de rentrer en communion avec le spirit. C'est la même musique que le Pétrolemba en Haïti. Melubikanga mushimba melubikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe rata machua ya Kongo Kongwe rata makoko Kongo Kalumonandi wonge balabandi lumonandi wonge sambileno Kalumonandi wonge balabandi lumonandi wonge sambile Kalumonandi wonge balabandi lumonandi wonge lusambile Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe butsana Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe butsana Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe butsana Bebe ikondolo tata mumasese
sana Bijulube butsana Bijulube butsana Balabani Balabani Twenjenwe Jatenwe Twenjenwe Mekana sale Muzila banzao Mekana sale Muzila banzauta Babingi tweri Bamana kwenda Mekana sale Muzila banzao Data lubasa Data lek Data jobagana Data bat kuna kinkala ya bat Kulubika pele Onga bori kuluke mubebe Onga bori kuluke mubebe Onga na beta bori kuluka mubebe Onga bori kuluke mubebe Esa bile no bale Kweno mulusamolo Kuluke mubebe Onga na beta bori kuluka mubebe Onga bori kuluke mubebe Ase tolo bala tukwena kuna tolo Onga bori kuluke mubebe Kata kuhu isatala kokori wasisa Onga bori kuluke mubebe Akere kintozi yake tata kiuni Onga bori kuluke mubebe Amebera beto kongo tabira kuluka Onga bori kuluke mubebe Bana banye luto masamila mukimino Onga bori kuluke mubebe Iwisa kitwadi tulombele kukongo Onga bori kuluke mubebe Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta Njala Mbuta Masengo Mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambaza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Onga bori kuluke mubebe Onga bori kuluke mubebe Onga bori kuluke mubebe Mbuta Makanga kuna mbaza Mputu Onga bori kuluke Tata Badia na Tata Kevin Onga bori kuluke mubebe Tata Ntunta Tata Kabira Mutsompa Jean-Luc Voilà, donc je disais, disons que ça commence à un peu peser sur les épaules. Il faut qu'on prenne un peu beaucoup plus d'énergie, sauf pour aller de l'avant. Mais je voulais dire que, un peu pour conclure cette partie, je voulais dire que les Sundis, d'une manière générale, c'est plus ou moins la garde républicaine, la garde royale. Par conséquent, il n'est pas permis beaucoup d'erreurs, de commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises, parce que sinon, vous êtes foutus. Donc, ils sont stricts. C'est presque un régime militaire, d'une manière générale dans le pays. Vous avez vu que le roi n'a pas hésité de faire enterrer sa mère parce que la loi lui disait. Enterrer vivante sa mère. La loi l'exigeait. Il savait accepter.
Et la mère a consenti aussi. Dit, ben, j'ai faussé, je dois être puni. Ces hommes-là, ce n'est pas des gens, quand il te dit une chose, il ne recule pas. Quand il dit oui, il a dit oui. Quand il dit non, il a dit non. Quand le roi Alfonso Ier s'est entendu avec le roi du Portugal, et que les rois du Portugal, au lieu de faire ce qu'ils devaient faire, ils s'enlisent dans le commerce des esclaves. Il a écrit de sa main, il a écrit au roi pour lui dire que le Congo n'a pas besoin de ça. Et 50 ans après, ils ont envoyé au Vatican Nevunda pour aller changer les cartes, pour dire qu'on ne veut plus travailler avec le Portugal, on veut travailler avec le Vatican. Bonnet blanc, blanc bonnet, malheureusement. Mais au moins l'acte est posé. Quand on revient à Tata de Musundi, Tata de Musundi, né, grandi en Amérique, quand on lui pose la question, quelle est ta religion? Quand il se pose la question de savoir quelle est sa religion, il se dit, mais Palo Mayombe, mais qu'est-ce que c'est que Palo? Je vais vous prendre un Palo, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas prévu ici, le Palo. Je vais vous prendre un Palo. Comme ça, vous allez me dire si ce Palo-là peut être une religion ou pas. Congo Dieto, in the footsteps of Congo in the Americas, Haiti. We call it Haiti. Ati Max de Beauvoir, spiritual master of Haitian Voodoo. Haitian culture is essentially Congolese with a K, please. Haitian population is more than 70% Congolese. Our War of Independence model is a Congo model. That is powerful. You want to know? A book that every black person should have from the Congo point of view by Ne Masengo Mabongo. This book is not a book. It is different from conventional text and so on. So you need to read it for yourself. Make us proud. Let's reconnect to the K energy. Remember, consciousness is primary. Matters is secondary. We need to talk. Another word is possible. ISBN. Voilà. Revenons à nos moutons. Tata de Musundi, je vous avais dit que quand vous êtes dans une ferme, pour vous rendre compte, surtout dans nos zones où les buffles font presque frontière avec les bœufs, pour reconnaître que c'est un buffle, il faut voir comment bougent ses cornes. Le buffle n'est pas tranquille, il bouge comme ça. Donc quand tu dis une chose à un Musundi, il le conçoit, il le réfléchit à sa manière et il te dit, ça là, ce cure-dent là,
cette brindille-là est aussi un palo. Donc ma religion à moi est palo. Pourquoi est-ce que la religion Yoruba, on dit la religion spirituelle Yoruba? La religion chrétienne, la religion protestante, la religion musulmane, la religion bouddhiste. Et quand il s'agit de nous, on dit la religion palo. Alors, Tatan de Moussoudi, pour vous faire remarquer la différence qu'il y a entre les hommes, Tatan de Moussoudi se dit, oh, est-ce que moi, mes ancêtres, n'avaient que cette tige-là? Est-ce que, pourquoi on n'a pas appelé ça religion Mayombe? Ou bien religion Congo? Non. Donc les intellectuels doivent tourner les intellectuels doivent tourner 7 fois la langue dans leur bouche avant de dire une chose, avant de concevoir une chose, avant d'accepter une chose. Ils doivent réfléchir. Lui se dit, est-ce que ma religion ne peut être que ça? Non. Ma religion n'est pas un bois. Ma religion, c'est la religion des Masundi. C'est Musundi. Je suis un Musundi, donc ma religion doit s'appeler la religion Musundi. Voilà la différence entre lui et tous les autres. La différence entre lui et tous les autres. Donc, quand vous prenez des gens comme ceux-là, des gens intellectuels, des fins diplomates, les gens en 1508, ils avaient des fins diplomates. Le fils du roi enseignait latin à Lisbonne. Et dans son école, il n'était pas seul, ils étaient nombreux. Quand vous assassinez le roi et que vous prenez ces peuples-là, vous les amenez dans les Amériques, à quoi vous attendez-vous? Ils vous ont fait ce qu'ils savent faire. Makandal. Il a brûlé les plantations pendant 1 mois, le feu a pris pendant 1 mois. Tu pouvais ramasser l'aiguille par terre à minuit. Ça brûlait partout. Il a empoisonné. Il a saccagé. Il a dit, libérez mon peuple. Maintenant, quand tu parles avec des intellectuels haïtiens, étant donné qu'ils n'ont qu'une version de l'histoire, la version européenne, eurocentriste, cette version-là ne les aide pas à comprendre ce qui s'est passé. Parce que ceux qui ont fait leur lutte, ils l'ont fait dans une langue, ils l'ont fait dans une culture, ils l'ont fait dans des manières de faire africaines. Il faut donc aller étudier l'histoire de Makandal en Afrique pour comprendre ce que Makandal a eu à faire. Il faut comprendre les protocoles d'accord, tout ce qu'eux, ils ont eu avec les Africains de l'autre côté pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Le nom Congo, pourquoi les Congos ont dit non?
Et la conséquence est que Marie-France Massembo, la Guadeloupéenne, que j'ai invitée au Congo en 1994, a dit « Chez lui, tu peux être tout, sauf avoir la peau noire, les cheveux crépus, et surtout réclamer d'être originaire des terres Congo. » Alors là, vraiment, tous les crédits sont coupés. Il n'y a rien pour toi. Ça, c'est dans les Amériques. Si bien que Massembo a des cousins qui ne veulent plus se reconnaître être Congo. Ils préfèrent être autre chose que d'être Congo. Et quand vous allez dans une préfecture, vous allez voir, en France par exemple, que le Martiniquais, pour un rien, il s'en prend à toi parce que tu as la peau noire, parce que surtout tu es Congo. Il s'en prend à toi. Et même l'Européen, je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce que dans sa tête, vous nous avez vendus. Pauvre de lui, il ne connaît pas ce qui s'est passé là-bas. Il ne sait pas qu'il y a eu des rois qui ont lutté, qui ont été décapités. Il ne connaît pas ça. Donc, dans nos études, dans nos processus scolaires, quand vous arrivez à la licence, s'il vous plaît, allez chercher vos connaissances là où vous pouvez. Parce qu'après, vous vous imbriquez dans des chemins sans issue. Vous ne pouvez plus revenir. Vous serez parti trop loin pour revenir. Et finalement, plus intellectuellement on avance dans un mauvais chemin, dans une mauvaise logique, parce que cette logique-là, les Européens l'ont conçue pour que vous soyez, faites de la comptabilité et tout ça, et vous travaillez pour les Occidentaux, mais vous êtes en train de traverser la page pour arriver à la logique, pour arriver au raisonnement, pour arriver à l'orientation. Vous vous rendez compte que l'orientation sera fausse. Si bien que plus nous avons des intellectuels, et moins nos pays avancent. Allez voir nos pays. Nos parents qui avaient les CP niveau CM2, ils ont mieux géré nos pays que nous, qui sommes des diplômés. Nos parents qui avaient le certificat primaire, ils ont mieux géré le pays que les universitaires. Pourquoi? Mais parce que l'enseignement qu'on nous a donné est un enseignement tourné vers l'enrichissement de l'Occident, pas pour enrichir les Africains. Et c'est un enseignement négatif, c'est un enseignement qui ne nous aide pas. Il faut qu'on reformule nos écoles, il faut qu'on refasse d'autres structures. Il faut qu'on crée des systèmes de développement. C'est pourquoi au Congo, il y avait les Lemba. Quand tu atteins un certain degré, on te fait rentrer au Lemba. Lemba, c'est une académie où vous apprenez à gérer. Tu peux être médecin, ingénieur, n'importe quoi. Quand tu rentres là pendant 6 mois, on t'apprend à gérer le monde des vivants et le monde des morts. Pendant 6 mois, on t'apprend ces choses-là. Et quand vous sortez de là, et qu'on mette la main dessus, qu'on vous amène en Haïti, mon œil,
Ils vont pleurer, ceux qui t'ont amené. Ils vont regretter de t'avoir amené. Parce que tu n'es pas n'importe quoi. Donc, je pense que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. La journée a été longue, il y a plein de problèmes aussi en Afrique, ainsi de suite. Donc je disais que nous avons terminé, au moins pour cette conférence. Nous allons terminer là, nous allons continuer notre soirée avec plein d'autres choses. Nous allons terminer là. Il est temps qu'on sorte des écoles, qu'on sorte de nos universités, qu'on sorte de ce masque, de ce peau noire, masque blanc. Il est temps qu'on sorte de là pour qu'on essaie de faire vibrer notre existence, pour qu'on essaie de faire parler notre spiritualité, notre être. Il est temps. Il est plus que temps. Essayez de jeter un coup d'œil ce qui se fait au Burkina Faso. Essayez de regarder. Quand l'Africain commence à se regarder comme il est lui-même, quand le visage de l'Africain commence à se miroiter dans son miroir, le développement vient sans même sonner d'alarme. Le peuple est prêt. Ce sont nous les intellectuels qui ne sommes pas prêts. Ce sont nous les intellectuels qui avons fait fausse route. Faisons des efforts. Essayons d'africaniser nos connaissances. Essayons d'être nous-mêmes. Sinon, on est perdu à jamais. Tatandi Musundi a voulu être lui-même. Tatandi Musundi a voulu exprimer son être. Il nous a appris plein de choses. On ne peut que le lui remercier. C'est donc terminé, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé. Ce que nous devions faire a été fait. Merci beaucoup, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. On va continuer demain. Non, demain, il n'y a rien. C'est plutôt... Demain, il n'y a rien. Demain, vendredi, il n'y a rien. C'est plutôt samedi. Samedi, à 19h, il y aura les images comme d'habitude. À 21h, Tata José nous présentera disons, la contribution des Musundi dans l'action logique, la liberté et l'indépendance. Le dimanche, il y aura des films et Massengo vous parlera du 10 juillet 2020, pose de la première pierre du royaume Sundi au Congo. On commence à parler à un royaume que nous voulons construire, un royaume spirituel, un royaume touristique, un royaume culturel, un royaume para-économique, un royaume à la Malakima Congo. C'est grave. C'est le dimanche. Et puis, nous avons toute la semaine prochaine. Jusqu'au 27. Toute la semaine prochaine jusqu'au lundi 27 décembre. Merci beaucoup et à très bientôt. On va continuer avec cette célébration de Tatandi Musundi. Tatandi Musundi. Tatandi Musundi. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue.
Même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu du Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Corpo a corpo. Questo è il segreto della longevità cerebrale. Sono Alessia Tanzi e aiuto dirigenti manager